Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'analyse du portefeuille compte titre ordinaire. On est dans la deuxième saison et c'est l'épisode numéro 2. Le sous-titre, vous prendrez bien un peu de 3D. Alors on va parler d'une société dans laquelle je viens d'investir qui s'appelle Unity. Alors le total du compte 18 377,27, toujours en plus-value de 2655,29, même si celle-ci a fondu depuis le mois dernier. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer par le suivi des indices US, donc ils ont tous clôturé dans le rouge ce vendredi. Si on regarde depuis le 1er janvier, donc on est en large perte en fait sur l'ensemble des indices, que ce soit le Standard & Poor's, le Nasdaq Composite ou le Dow Jones. Par contre, si on prend un peu plus de recul sur 3 ans, 5 ans et 10 ans, donc on voit que l'ensemble de ces indices sont tout à fait dans le vert. Donc ce qui m'amène à vous dire que donc l'investissement dans la bourse, c'est bien de l'investissement long terme. Donc si vous êtes en forte moins-value, eh bien courage, un peu de patience, peut-être profiter des baisses pour renforcer ou investir sur des sociétés qui ont pas mal décoté ces derniers mois. Voilà, donc il y a des opportunités, on est clairement dans une période d'opportunité. Si on regarde les marchés, donc est-ce que les marchés sont à leur prix? Alors moi, mon indice, on va dire, mon indicateur clé, c'est le Standard & Poor's 500. Donc si on regarde sur la partie droite, c'est la droite de régression logarithmique de cet indice sur les 20 dernières années. Donc on peut voir que par rapport à la courbe en jaune, en fait, donc on est actuellement donc une valeur linéaire théorique de 3675 en termes d'indice et on a un cours actuel à 3583, soit en dessous en fait de son cours théorique de 2,58%. Donc ça peut être tout à fait une période favorable aux investissements, que ce soit directement dans cet indice ou alors dans certaines actions que vous allez évaluer sur le marché américain. Voilà, donc pour moi, on est clairement dans une phase plutôt d'investissement plutôt que d'attente ou de vente. Même si j'ai effectué une vente, on va le voir sur mon portefeuille. Alors si on regarde l'état du compte titre ordinaire et les plus-values au 15 octobre 2022, donc ce qu'on peut dire en fait, donc le compte, on est à 18 377, hein, toujours en plus-value de 2655 euros. Donc j'ai en liquidité 1634,05 euros. Par contre, en espace libre, j'ai uniquement 256,38 puisque j'ai des ordres en cours. On va le voir dans le détail. Et puis en termes de régularité, donc j'ai effectué mon apport mensuel de 350 euros sur mon compte titre ordinaire. Donc je le rappelle, le compte titre ordinaire a été ouvert en décembre 2020, soit il y a 22 mois. Ma plus-value globale depuis le mois de décembre 2020 est de 16,88%, ça a pas mal fondu, mais je reste quand même sur une base annuelle de 9,2%, avec, pour rappel, mon objectif qui était de 8%. Donc je suis toujours au-dessus de mon objectif malgré le contexte annuel voilà, qui est fortement négatif, on l'a vu avec l'ensemble des indices. Alors quels sont les faits marquants sur la période? Donc un renforcement de Gecina et Alphabet, également de Meta Platform. Donc on peut voir par exemple que j'ai renforcé sur Gecina, donc j'ai acheté 3 actions à 83 euros, donc pour renforcer sur ce compte. J'ai également renforcé sur Meta Platform, un achat à 145,75 $ et également 2 actions Alphabet à 98 $, hein, donc en dessous de la barre on va dire psychologique des 100 $. J'ai également, mais on va le voir par la suite, j'ai également donc fait un achat sur Unity Software, donc je vous présenterai la société. On est dans le software et notamment les plateformes de développement pour les jeux vidéo ou pour le temps réel en 3 dimensions de manière générale. On verra qu'il y a d'autres applications que les jeux vidéo.
Et puis je suis sorti de PPL Corp. Voilà, donc il me fallait à la fois de récupérer du cash et puis c'est une entreprise qui n'a pas tellement performé depuis le moment où je suis rentré à peu près sur fin 2020, début 2021. Donc j'ai décidé de revendre à peu près au prix de revient, ce qui me permet de pouvoir réinvestir notamment, comme vous pouvez le voir, plutôt sur la technologie avec Alphabet, Meta et Unity Software. Alors, j'ai vendu PPL Corp, hein, donc un des rationnels pourquoi j'ai vendu. Donc, on voit l'évolution de l'action depuis 2001, donc c'est-à-dire sur les 20 dernières années. Donc, c'est sans doute une société qui délivre du dividende de manière régulière, mais on voit que c'est pas une société qui est en croissance au niveau de l'action. Donc, comme c'est un portefeuille que je vais garder à peu près encore sur 10 ans, 15 ans, donc je vais réorienter mes investissements plutôt sur des valeurs de croissance, également, comme je l'avais dit dans la partie stratégie, et également donc sur des ETF. Et les ETF plutôt en accumulation. Aujourd'hui, j'ai pas forcément besoin de liquidité et de toucher des dividendes de manière régulière. Donc je peux me permettre de prendre du risque et de retourner en fait sur des sociétés plutôt de croissance qui ont été fortement, qui ont connu de fortes baisses ces derniers temps. Donc pour moi, on est tout à fait dans un moment de démarrage d'investissement sur ces sociétés technologiques qui ont connu de fortes baisses. Alors, donc, comme je l'ai dit, donc achat d'Unity. Alors, Unity, c'est quoi en fait? C'est une plateforme de contenu temps réel 3 dimensions. Alors, c'est une plateforme qui est énormément utilisée pour le développement de jeux vidéo, notamment des jeux vidéo qui ont pour vocation de tourner sur des plateformes mobiles, mais pas seulement, hein. Donc ça peut être sur des PC, ça peut être également sur des consoles. Donc ça, c'est une grosse partie, on va dire, des revenus de Unity. Et une deuxième partie, c'est qui se développe de plus en plus, c'est de faire du développement 3D pour les entreprises. Alors c'est ce qu'on va appeler pardon, le digital twin. En gros, ça permet à une entreprise Alors, Digital Twin, en fait, c'est un jumeau digital, hein, c'est-à-dire que si vous prenez par exemple une usine, eh bien, une entreprise va modéliser une usine. Et par exemple, si je dois faire des investissements dans cette usine en termes de capacité de production, changement de machine, amélioration des process, etc., l'avantage de le faire sur une plateforme 3D, c'est qu'on peut simuler par exemple des investissements lourds et regarder quels vont être les impacts de ces investissements, à la fois sur par exemple la production dans l'usine, mais pourquoi pas derrière l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration des marges, etc. Donc c'est quelque chose qui est clé quand on parle aussi de digitalisation des entreprises. On est tout à fait en fait dans cette approche. Là, on n'en est qu'au début. Alors, même si aujourd'hui les entreprises ont pas mal digitalisé, notamment en offrant une expérience utilisateur, on va dire avec des interfaces sur les softwares un peu plus sympas, améliorer les processus, etc. Là, on est dans ce qu'on appelle la digitalisation plutôt, par exemple, des usines, des entrepôts, des produits, etc. Et également, une des applications, c'est le métaverse, hein. Donc, on peut tout à fait modéliser donc des environnements professionnels qu'on pourrait utiliser donc, dans des environnements de type métaverse. Donc voilà, je ne sais pas si vous écoutez BFM TV en ce moment, mais on a la publicité des chirurgiens qui préparent leurs interventions avec le métaverse en simulant une opération. On est exactement là-dedans. Donc une plateforme comme Unity peut permettre par exemple de modéliser le cœur d'un patient avec tous les vaisseaux sanguins, etc. Mais non pas un cœur, on va dire, imaginaire, mais le cœur qui correspond réellement à la configuration du cœur du patient. Et le chirurgien peut simuler une opération en ayant en face de lui exactement le jumeau numérique du cœur du patient qu'il va opérer dans quelques jours. Donc ça peut être un moyen pour le chirurgien de répéter son opération, notamment si c'est une opération qui est on va dire, techniquement très poussée ou très aboutie. Voilà, donc Unity donc est positionné, donc c'est une plateforme de développement, hein, donc qui est très bien positionnée, qui est un des leaders sur son marché, société américaine.
Donc si on regarde l'analyse du chiffre d'affaires, on voit que depuis 2018 jusqu'à 2021, donc on a une très belle progression du chiffre d'affaires. Donc on peut dire que c'est une société en progression. Si on regarde les charges d'exploitation, par contre, des charges qui sont très largement supérieures au chiffre d'affaires, donc ce qui fait un résultat opérationnel négatif, qui est notamment lié à deux choses. D'une part, les dépenses assez lourdes en recherche et développement. Alors ça, on va dire que c'est plutôt le côté positif. Donc en termes de coûts, hein, une société dans l'édition du software, c'est normal qu'elle investit énormément en R&D, c'est même, je dirais, une caractéristique plutôt positive pour un investisseur. Par contre, on voit que donc les charges qui sont liées à l'administration des ventes, à l'administration générale, sont relativement élevées, hein, puisqu'on est à l'équivalence des charges du R&D. Donc pour cela, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Unity a annoncé la fusion qui va se faire avec la plateforme publicitaire ironSource. C'est une société israélienne qui est spécialisée en fait dans, on va dire, la commercialisation en fait, notamment de jeux vidéo et des jeux plutôt, on va dire, sur mobile. Donc je pense que la fusion des deux va permettre sans doute à Unity d'améliorer la commercialisation de ces produits et sans doute à terme de faire baisser en fait ses dépenses administratives. Donc j'observerai dans les prochains trimestres quel sera l'impact à ce niveau-là en fait de ironSource sur le résultat opérationnel. Donc si ironSource est capable de baisser de manière très forte le résultat opérationnel et de contribuer au développement du chiffre d'affaires, donc on va voir que mécaniquement la partie chiffre d'affaires va augmenter de manière peut-être un peu plus forte et sans doute les dépenses générales de vente et administratives risquent de baisser puisque ironSource a un objectif d'optimiser en fait les coûts de commercialisation. Donc on devrait peut-être avoir un retour vers un résultat net sans doute un peu meilleur que celui que vous pouvez voir, hein, qui est largement négatif, on va dire. Donc voilà, donc c'est vraiment une projection sur les prochaines années. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la société perd de l'argent, ce qui est un risque énorme, important pour un investisseur. Donc là, mon investissement dans Unity, c'est un investissement d'opportunité. J'ai pris une demi-position, à peu près entre 200 et 300 euros. Voilà, donc c'est une prise de participation dans cette société. Mon objectif, on va dire à 3 ans ou 5 ans, 10 ans, c'est potentiellement de voir le cours de l'action multiplié par 10, ce qui était le cas si on regarde le cours de l'action en fait, hein, il était à la fin de l'année 2022, il était à peu près autour des 200 $. On est aujourd'hui autour des 30 $. Donc on peut voir le potentiel en fait d'évolution du cours de l'action dans le cas où l'action se retourne. Donc comme je le disais, la tendance est plutôt négative depuis le début de l'année, avec néanmoins, on voit quand même depuis à peu près le mois de mai 2022, on voit l'action en fait qui évolue dans un range entre 28 et puis 40 $. Voilà, donc si l'action arrive à consolider son cours dans ces valeurs-là, peut-être qu'on verra une sortie du triangle par le haut, avec une première résistance qui va se faire un peu en dessous des 40 $. Et si l'action arrive à sortir, à s'extraire de cette résistance des 40 $, on pourrait tout à fait avoir un parcours de type recovery sur l'année 2023. Bon, ça, c'est, on va dire, un scénario optimiste. Dans un scénario pessimiste, on pourrait tout à fait voir donc une rupture en fait de ce niveau, hein, le niveau des 28-30 $, et puis on pourrait tout à fait se retrouver un petit peu plus bas en direction des 20 $. Auquel cas, éventuellement, je me renforcerai une fois à 20 $ et puis c'est tout. Ensuite, on laissera courir ou alors on coupera sa position si l'action n'est pas capable de redresser notamment son activité en termes de marge, au moins sur la prochaine année qui va arriver. Voilà, donc je sais, j'ai un niveau d'exigence assez important sur cette société, mais bon, je pense que dans l'univers du software, les entreprises ont une capacité à gérer leurs coûts. Et donc si les coûts augmentent plus rapidement que le chiffre d'affaires, c'est qu'il y a vraiment un problème de gestion dans l'entreprise.
Voilà pour Unity, donc un achat très spéculatif. Le deuxième point, c'est les rates. Alors, j'ai à peu près 15% de mon portefeuille qui est exposé aux rates. Donc, on voit que tout ce qui est société immobilière, donc les rates aux États-Unis ou les SIC en France, elles ont perdu énormément depuis le début de l'année, hein. Si on regarde par exemple Gecina, je suis à moins 37%. Unibail Rodamco Westfield, je suis à moins 35%. American Tower également à moins 35%. Si on regarde Realty Income, donc elle fait un peu mieux à moins 19%, et Iron Mountain qui est plutôt dans les data centers qui fait également un peu mieux à moins 11%. Mais globalement, les rates font moins bien en fait que les indices de manière générale, même si Realty Income et Iron Mountain sur mon portefeuille s'en sortent un peu mieux. Alors pourquoi je continue à garder et j'ai renforcé également sur les rates? Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que si on garde une comparaison entre les rates et puis le Standard & Poor's Total Return, c'est-à-dire l'indice Standard & Poor's 500 auquel donc en accumulation, c'est-à-dire auquel on réintègre en fait les dividendes. Donc, on peut voir sur un horizon très long, notamment entre 20 et 30 ans, on peut voir que les rates font un peu mieux en fait que le Standard & Poor's 500. Bon, on va dire le petit delta, il est très faible, hein, mais en tout cas, il fait quasiment aussi bien, même on va dire sur des horizons très lointains, fait mieux. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir dans un CTO des rates qui permettent quand même sur le long terme, entre guillemets, de sécuriser l'évolution d'un portefeuille. Donc moi, dans mon portefeuille, ça correspond à peu près à 15%. Hein, sachant que à terme, ça sera à peu près entre 15 et 30% de mon portefeuille. Alors pourquoi elle baisse, hein? Donc il y a une concurrence qui est très forte avec la rémunération des obligations de 10 ans. Effectivement, si vous regardez sur le graphe de droite, vous avez le rendement des obligations américaines sur 10 ans. Donc elles étaient, on va dire, depuis les années 2010, très largement en dessous des 4%. Donc c'est pour ça que les rates se sont bien développés sur les 10 dernières années. On voit actuellement que le taux de 4%, donc c'est un 4% de rendement, donc les investisseurs peuvent tout à fait se poser la question, est-ce que j'investis dans des rates qui vont me donner entre 4 et 6% de rendement, ou avec potentiellement des risques, hein, on peut tout à fait avoir des rates qui tombent, qui font faillite, même si c'est peu probable, mais c'est tout à fait possible, par rapport à un taux à 10 ans qui est une rémunération qui, elle, est garantie puisque c'est un rendement des obligations d'État. Donc on verra dans les mois à venir comment va évoluer le taux en fait des États-Unis à 10 ans. Sur certaines projections, on pense qu'il y aura un retour à la baisse vers les 2-3%. Bon, c'est relativement hypothétique, hein, c'est clair que si on retourne sur des zones qu'on a connues dans les années 80-90, ce sera largement défavorable en fait aux rates. Alors si on regarde maintenant l'état du portefeuille, donc sur ces derniers jours, hein, j'ai classé par ordre décroissant en termes de plus-value. Donc on peut voir que par rapport au mois dernier, j'ai un peu plus d'actions qui sont dans le rouge, bon, qui sont relativement peu dans le rouge, sauf Alibaba, hein, qui effectivement je suis à moins 38%. Alors j'ai décidé de ne pas renforcer, donc j'ai un taux d'exposition qui est de l'ordre de 500 dollars par rapport à mon portefeuille qui est de 18 000 euros, donc 500 sur 18. Donc relativement peu exposé. Peut-être que je renforcerai, mais bon, j'hésite en fait. Unibail Rodamco, je suis à moins 22%. Gecina, je suis à moins 20%. Donc j'espère que ce seront des rates qui vont rebondir. Et puis on voit les technologiques. Alors je suis rentré assez récemment sur les technologiques. On voit donc Meta Platform
Alphabet et Unity Software qui sont encore actuellement dans le rouge. Donc ce sont des entreprises sur lesquelles je vais renforcer, mais sur des baisses un peu plus conséquentes. Alors si on regarde du côté des ETF, donc j'ai toujours 4 lignes dans mon ETF, donc j'ai notamment 2 lignes qui sont liées aux métaux précieux, donc qui sont l'or, donc un ETF Physical Gold, donc qui pour l'instant est à moins 3,68%, également donc la partie argent qui est plus forte des cotes, moins 11%. Et puis j'ai mes deux ETF, donc un ETF Standard & Poor's 500 qui est à peu près à l'équilibre, plus 1,82%. Alors j'attends qu'il repasse en zone négative pour renforcer en fait sur l'ETF Standard & Poor's 500. Et puis donc l'ETF Oil and Gas. Donc j'avais allégé dans le courant de l'année. Là, il est en stand-by. Je pense qu'il va continuer à progresser. J'ai quasiment doublé en fait la valeur sur cet ETF. Donc comme je me suis déchargé à peu près de 50%, on va dire c'est quasiment un ETF que je détiens de manière gratuite sur mon compte titre ordinaire. Donc je pense le garder sur le très long terme parce que je pense qu'il y a encore un potentiel de hausse sur la partie oil and gas. Si on regarde maintenant le tableau des dividendes, donc au niveau du tableau des dividendes, donc pour le mois d'octobre, donc en prévision, je devrais toucher autour de 30,85 €. Donc j'ai versé mes 350 €, ce qui me fait en cumul 420 € de dividendes depuis le début de l'année. Donc sachant que ce sont des dividendes bruts, hein, donc il faut à peu près retirer 30%. Et j'ai mon apport qui est de 3500 €. Donc voilà un petit peu en termes de suivi du tableau du dividende. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail hein, sur chacune des actions qui ont donné du dividende, mais vous pouvez voir par exemple la société Pembina et puis également Realty Income, ce sont des dividendes mensuels. Donc pour quelqu'un qui recherche en fait un rendement avec un dividende mensuel, bah, ces deux actions, ça peut être des actions à mettre dans un portefeuille. Alors, si on regarde le suivi de la stratégie pour le deuxième semestre, donc rester liquide, hein, donc j'ai conservé pas mal de liquidités, donc renforcer Meta, Alphabet et Standard & Poor's 500, donc ça a été le cas sur Meta, Alphabet. J'attends quand même encore une petite baisse du Standard & Poor's 500 pour me renforcer en fait sur cet indice. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez des questions, ou si vous avez des commentaires, ou si vous souhaitez partager des informations sur votre compte titre ordinaire, notamment si vous détenez des actions, des indices US. Ça pourrait m'intéresser d'avoir également votre retour. Pourquoi pas, si vous êtes investi dans Unity, dites-moi ce que vous pensez de cette société, si vous avez des actions, et puis si vous comptez les garder, vous renforcer, vous développer en fait sur cette société Unity. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.